Imaginez ceci. Il est 2 heures du matin au milieu de l'océan Pacifique. Le pont de l'USS Nimitz tremble sous le poids des avions de chasse qui se préparent à décoller. À l'intérieur des parois d'acier du navire, des milliers de marins se déplacent comme une horloge, accomplissant des tâches que la plupart des Américains ne verront jamais ni n'imagineront. De l'extérieur, ces porte-avions paraissent être des machines de guerre imparables, valant des milliards de dollars et symboles de la puissance américaine. Mais derrière l'acier poli et les gros titres patriotiques se cache une réalité que la marine admet rarement. La vie à bord de ces villes flottantes impose un coût écrasant aux hommes et aux femmes qui y servent. Considérez l'histoire du marin recrue Tyler James, à peine âgé de 19 ans, lors de son premier déploiement. Il passe ses nuits à ravitailler les avions dans le hangar, où le rugissement des moteurs rend toute conversation presque impossible. Tyler n'a pas parlé à sa famille depuis des semaines car la connexion Internet tombe constamment en panne. Ses journées se confondent dans un cycle de quart de 12 heures, sans fenêtre et sans véritable pause. Pour la plupart des Américains, cela serait insupportable. Pour Tyler, c'est simplement le travail. L'isolement fait des ravages et les statistiques sont alarmantes. Un rapport de santé mentale de la marine de 2023 a révélé que plus de 40% des jeunes marins déclaraient ressentir une solitude extrême pendant les déploiements. Près d'1 sur 5 a avoué avoir envisagé d'abandonner complètement le service. Les médecins de la marine eux-mêmes comparent cet environnement à vivre dans une cocotte minute, un espace clos où le stress et la fatigue s'accumulent jusqu'à ce que quelque chose cède. Et pourtant, ces jeunes marins tiennent bon. Ils montent la garde pendant des heures, mangent dans des cafétérias bondées où les conversations ne durent que quelques minutes et essaient de dormir dans des couchettes à peine plus grandes qu'un cercueil. Ils ratent des anniversaires, des mariages et même les funérailles de leurs proches. Tout cela tout en portant sur leurs épaules le poids de la défense de la liberté. La vérité est dure. Les porte-avions américains sont à la fois des merveilles d'ingénierie et des épreuves extrêmes de résistance humaine. La marine entraîne ses marins à être endurcis, mais la dureté a ses limites. Ces hommes et ces femmes ne sont pas de simples rouages d'une immense machine de guerre. Ce sont des fils, des filles, des pères et des mères dont les sacrifices apparaissent rarement dans les journaux. Alors, la prochaine fois que vous verrez des images d'avions décollant du pont d'un porte-avions, souvenez-vous de ce que vous ne voyez pas. Le jeune marin épuisé qui tient debout à force de café noir et de pure volonté, maintenant le navire en vie heure après heure. Si vous pensez que leur sacrifice mérite d'être reconnu, partagez leur histoire. Car derrière l'acier, derrière les milliards de dollars, la véritable force de la marine américaine réside dans l'esprit humain de ceux qui sont prêts à servir. Voici une réalité que la plupart des Américains ne considèrent jamais. L'épuisement en mer ne consiste pas seulement à être fatigué. Il s'agit d'opérer aux limites de la résistance humaine. Les recherches de la marine montrent que les marins privés de sommeil fonctionnent comme une personne légalement ivre. Imaginez maintenant ceci. Un marin de pont guidant un avion de chasse de 90 millions de dollars sur un pont encombré, avec un temps de réaction aussi lent que s'il avait bu toute la nuit. La marge d'erreur est minimale, et pourtant c'est l'environnement que des milliers de jeunes endurent chaque jour. L'impact va bien au-delà du pont d'envol. Pensez aux ingénieurs qui maintiennent les réacteurs nucléaires en fonctionnement 24 heures sur 24, ou aux médecins de bord qui gèrent les urgences dans des infirmeries exiguës. Ces marins endurent souvent des journées de 16 heures, arrachant des fragments de repos dans des compartiments sombres et étouffants, où le bruit des machines ne cesse jamais. Pour beaucoup, dormir signifie s'effondrer dans une couchette pendant quelques heures avant que ne retentisse la prochaine alarme. Et puis, il y a la pression mentale. Les psychologues de la marine signalent une augmentation des cas d'anxiété et de dépression directement liés au surmenage et au manque de repos. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour vivre sous des lumières fluorescentes, sans air frais ni lumière naturelle, pendant des mois d'affilée. Il n'est donc pas surprenant que les marins décrivent le déploiement comme « vivre dans une cocotte minute ». Malgré ces difficultés, le travail ne s'arrête jamais. Il faut préparer des repas, ravitailler les avions et réparer les équipements, jour après jour, semaine après semaine. Le navire ne dort jamais, ce qui signifie que son équipage le fait rarement. C'est un cycle de sacrifice qui exige bien plus que ce que la plupart des civils peuvent imaginer. Cependant,
Dans cet environnement implacable brille une vérité remarquable, la résilience du marin américain. Face à l'épuisement, au bruit et à l'isolement, ils continuent. Ils ne se contentent pas de survivre. Ils accomplissent des missions essentielles à la sécurité mondiale. Leur endurance n'est pas l'absence de fatigue, mais la victoire sur celle-ci. Alors, la prochaine fois que vous verrez des images d'un porte-avions fendant l'océan, souvenez-vous du coup invisible. Ce ne sont pas seulement l'acier et la technologie qui rendent ce navire puissant. Ce sont les êtres humains à l'intérieur, repoussant les limites de l'épuisement, démontrant que la détermination peut résister même aux conditions les plus dures. La vie à bord d'un porte-avions est une paradoxe. Ces navires sont parmi les plus grandes structures ayant jamais traversé l'océan. Et pourtant, pour les marins qui y vivent, l'espace personnel est presque inexistant. Imaginez partager votre dortoir avec 60 personnes en même temps. Votre maison est une couchette, un lit en métal à peine assez large pour s'allonger, avec un rideau donnant l'illusion d'intimité. Pour des milliers de marins, c'est l'endroit où ils mangent une collation, consultent leurs messages ou s'effondrent simplement après un quart épuisant. Le quotidien est rempli de sacrifices. Les salles de bain, que les marins appellent heads, sont utilisées par des dizaines de personnes, et la file pour se doucher peut s'étendre sur tout le couloir aux heures de pointe. Les douches sont rapides, parfois glaciales, et souvent interrompues par des annonces ou des exercices. Se déplacer dans le navire implique de gravir des escaliers si raides qu'ils ressemblent à des échelles verticales et de franchir des cloisons étanches qui claquent derrière vous. Chaque couloir, chaque recoin, chaque compartiment est conçu pour l'efficacité, non pour le confort. Mais les marins apprennent à s'adapter. Décorer leurs couchettes avec des photos de la maison, accrocher de petites lumières à piles ou partager des histoires le soir devient une partie de la routine pour maintenir le moral. Des communautés naissent naturellement au sein de chaque division, comme de petites familles unies par le stress partagé et l'humour. Le manque d'intimité se transforme en un terrain d'entraînement pour la résilience, enseignant la patience, la coopération et l'art de trouver la paix au milieu du bruit constant. La technologie comble peu à peu le fossé entre isolement et connexion. L'Internet haut débit, désormais testé sur des porte-avions comme l'USS Lincoln, offre aux marins le précieux accès aux appels vidéo avec leurs proches. Pour la première fois, beaucoup peuvent voir le visage de leurs enfants ou partager un rire avec des amis tout en étant au milieu de l'océan. Ces moments n'effacent pas les difficultés, mais les rendent plus supportables. Vivre dans des conditions si limitées briserait beaucoup de personnes, mais les marins résistent. Ils trouvent leur force non pas dans la solitude, mais dans la communauté. Et c'est ce qui rend ces villes flottantes si extraordinaires. Non seulement l'acier, les avions ou les réacteurs, mais la capacité humaine à prospérer dans les lieux les plus surpeuplés. Les plus grandes batailles de la marine ne se livrent pas toujours en haute mer, mais en silence, dans l'esprit de ces marins. Derrière les uniformes impeccables, les entraînements de précision et les puissants navires se cache une vérité que le public voit rarement. Le poids du stress incessant peut être mortel. Les statistiques racontent une histoire de douleur. Ces dernières années, le suicide est devenu l'une des principales causes de décès chez les marins. À chaque perte, ce sont des familles brisées, des communautés en deuil et des camarades qui se demandent ce qui aurait pu être fait de plus. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais des symptômes d'un système à bout où de jeunes hommes et femmes portent un fardeau bien plus lourd que les armes qu'on les entraîne à manier. La vie à bord d'un porte-avions ou dans un chantier naval est exigeante au-delà de l'imaginable. Les marins travaillent souvent plus de 80 heures par semaine, avec peu de sommeil, une intimité minimale et presque aucune échappatoire à leur environnement. Certains le décrivent comme vivre dans une cocotte minute, toujours bruyante, toujours bondée, toujours plus exigeante. Pour ceux qui luttent déjà intérieurement, l'isolement lié à l'éloignement du foyer ou aux longues périodes dans les chantiers peut pousser le stress jusqu'au désespoir. L'un des constats les plus alarmants des recherches fut l'ampleur de ces problèmes. Les rapports ont montré que des divisions entières savaient que des camarades avaient des pensées suicidaires. Mais les ressources arrivaient trop tard, étaient saturées ou inaccessibles. Les dirigeants parlaient de résilience, mais trop souvent le système n'apportait aucun soulagement réel. Le message reçu par les marins était clair, continue, coûte que coûte. Mais les marins ne sont pas des machines. Ils ne peuvent pas simplement se recharger et se réparer comme les navires sur lesquels ils servent. Ce sont des êtres humains qui rient, pleurent,
rêvent et se brisent. Lorsqu'ils lèvent la main droite pour défendre la liberté, ils ne devraient pas avoir à sacrifier leur santé mentale en silence. La marine a commencé à reconnaître ses échecs, en promettant des réformes, un accompagnement psychologique plus accessible et de meilleures conditions de vie. Cependant, le véritable changement doit aller au-delà des politiques. Il doit reconnaître que le bien-être des marins est aussi crucial que la préparation de la flotte. Si nous attendons de ces jeunes qu'ils supportent des mois loin de leur famille, qu'ils opèrent sous une pression constante et qu'ils montent la garde pendant que le reste d'entre nous dort, alors nous leur devons plus que de la gratitude. Nous leur devons un système qui les voit, les soutienne et les protège, non seulement des menaces ennemies, mais aussi des batailles intérieures silencieuses. Lorsque la plupart des Américains pensent aux difficultés militaires, ils imaginent des zones de combat, des missiles et de longs déploiements loin de la maison. Mais pour de nombreux marins, certains des moments les plus sombres ne se produisent pas dans des eaux hostiles, mais à quai, piégés dans des années de maintenance. Il existe une cruelle paradoxe dans la vie des porte-avions. Les déploiements sont épuisants, dangereux et implacables. Et pourtant, beaucoup de marins préfèrent se déployer plutôt que de supporter la routine sans espoir de la vie en chantier naval. Pendant un déploiement, il y a au moins un sentiment de mission. Chaque garde de nuit, chaque heure interminable d'entretien, chaque goutte de sueur contribue à défendre la nation. Les avions rugissent depuis le pont, les opérations s'exécutent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et les marins savent que leur sacrifice compte. La vie en chantier naval est différente. Le moral s'effondre lorsque le navire est désarmé, avec des systèmes éteints et des ponts couverts de poussière et du bruit des sous-traitants. À la place de la fierté, il y a de la frustration. À la place de la camaraderie, il y a de l'isolement. L'USS George Washington a démontré à quel point cet environnement peut être dévastateur. 6 années de réaménagement, plus longtemps que la plupart des contrats d'engagement, ont laissé les marins sans mission et sans fin en vue. Pour certains, le poids était insupportable. D'autres navires racontent la même histoire. L'USS Theodore Roosevelt a subi 3 suicides durant une période de maintenance de 18 mois. Dans le chantier naval de Norfolk, 4 marins ont mis fin à leur jour en l'espace de quelques mois. Ce n'étaient pas des pertes au combat. C'étaient des pertes causées par la monotonie, l'abandon et un système qui a sous-estimé le coût psychologique des missions interrompues. Et pourtant, le déploiement a aussi son prix. Des tournées prolongées, comme les 9 mois du Dwight D. Eisenhower en mer Rouge, poussent les équipages à la limite. Les familles à la maison endurent de longues séparations, tandis que les marins luttent contre l'épuisement à bord. Même les navires les plus avancés, comme le Gerald R. Ford, rentrent en nécessitant des mois de réparation après avoir dépassé les limites de leur calendrier. Alors, qu'est-ce qui est pire, le déploiement ou la maintenance ? La vérité est que les deux comportent des batailles invisibles. Le déploiement alimente l'épuisement, mais donne un but. La maintenance offre une stabilité, mais enlève le sens. Dans tous les cas, les marins en perdent le prix. Ce qui ressort est clair. La marine ne peut pas mesurer le succès uniquement en mission accomplie ou en navire réparé. Elle doit aussi mesurer le coût en termes de résilience humaine. Car, qu'ils soient en mer ou coincés dans un chantier naval, les marins sont l'atout le plus précieux des États-Unis, et leur bien-être ne doit jamais être traité comme quelque chose de jetable. Pendant des décennies, la marine a considéré la fatigue, l'isolement et le moral comme des effets secondaires inévitables du service en mer. Mais aujourd'hui, le commandement commence à accepter une dure vérité. Sans protéger le bien-être des marins, même les porte-avions les plus avancés ne peuvent fonctionner à leur plein potentiel. Les nouvelles réglementations marquent un changement culturel. Exiger au moins 7,5 heures de repos, dont 6 heures ininterrompues, envoie le message que dormir n'est pas un luxe, mais une nécessité pour la préparation au combat. Sur des navires comme l'USS Gravely, les périodes de sommeil protégées préservent désormais les marins des annonces et des réunions inutiles, leur offrant une rare chance de récupération. Ces changements peuvent sembler modestes, mais dans une communauté où l'épuisement a été utilisé pendant des décennies comme une médaille d'honneur, ils sont révolutionnaires. La connectivité est également devenue une bouée de sauvetage. Le capitaine Kevin White, qui a impulsé l'amélioration d'Internet à bord de l'USS Abraham Lincoln, a vu de ses propres yeux l'impact sur le moral.
Les appels vidéo avec la famille, voir le visage d'un nouveau-né ou partager un moment avec des proches à des milliers de kilomètres transforment les déploiements de l'isolement en résistance. Selon ces mots, cela fait toute la différence. Mais derrière chaque politique ou amélioration technologique se trouve une personne dont le sacrifice ne peut se mesurer en statistiques. C'est le cas du maître électricien Michael Sparta, qui sert à bord de l'USS George H.W. Bush. Originaire de Pulaski, en Virginie, Sparta était auparavant un boy scout qui aidait à construire des projets communautaires dans sa ville natale. Aujourd'hui, il passe ses journées à entretenir les systèmes électriques d'un porte-avions nucléaire, loin de sa maison et de sa famille. Dire que ma maison me manque serait un euphémisme, a-t-il admis. Après 5 années de déploiement et de rotation en chantier naval, son histoire reflète celle de milliers d'autres. Un devoir assumé, mais avec un coût personnel élevé. Ces marins ne sont pas des plaintifs, ce sont des patriotes qui ont volontairement choisi l'une des carrières les plus dures du pays. Ils travaillent avec des matériaux nucléaires, contrôlent des systèmes à haute tension et manipulent des machines où une seule erreur pourrait signifier une catastrophe. Leur résilience est extraordinaire, mais la résilience a des limites. Les porte-avions les plus récents de la classe Ford représentent un pas vers l'allègement de ce fardeau. Plus d'automatisation, de meilleurs logements et une meilleure connectivité témoignent d'une reconnaissance du fait que la qualité de vie est essentielle à la mission. Mais la technologie à elle seule ne résoudra pas le problème. Ce qui comptera le plus, c'est de savoir si l'institution acceptera enfin ce que les marins ont toujours su. Les machines peuvent être remplacées, mais pas les êtres humains. La technologie a toujours été la réponse de la marine face aux grands défis. De la propulsion nucléaire au radar avancé, l'innovation a permis aux porte-avions de traverser les océans et de mener des guerres. L'USS Gerald R. Ford incarne cet esprit, nécessitant près de 700 marins de moins que ses prédécesseurs de la classe Nimitz. Mais, aussi sophistiqués que soient les systèmes, ils sont encore exploités par des êtres humains. Des hommes et des femmes qui portent le poids du service bien au-delà du pont d'envol. L'investissement croissant de la marine dans la santé mentale reflète la reconnaissance que la résilience ne peut être considérée comme acquise. La demande budgétaire de 2025 a alloué 122 millions de dollars au bien-être des marins, presque le double de l'année précédente. Cet argent n'est pas destiné à de nouvelles armes, ni à la modernisation des navires, mais à des conseillers, des programmes de soutien et des améliorations des conditions de vie. Des initiatives comme Sailor Assistance and Intercept for Life ont aidé 2400 marins en 2022 en offrant une intervention lors des moments les plus critiques. Les efforts de prévention du suicide s'étendent même à des mesures petites mais vitales. La distribution de plus de 413 000 verrous de sécurité pour armes à feu aux marins et à leurs familles. Une reconnaissance tangible du fait que réduire l'accès aux moyens létaux peut sauver des vies. L'héritage de la tragédie a obligé à ces réformes. Après l'enquête sur le George Washington, qui a révélé le coût dévastateur des périodes prolongées en chantier, le commandement ne pouvait plus détourner le regard. Le secrétaire de la marine Carlos Del Toro et l'amiral Michael Gilday ont mis en place des changements drastiques. Désormais, aucun marin n'est obligé de vivre à bord d'un navire en réparation. Le logement, les options alimentaires, le stationnement et les installations de loisirs du chantier naval de Newport News ont été directement améliorés en réponse aux vies perdues. Ce ne sont pas des luxes, mais des éléments essentiels pour une force qui ne peut se permettre d'épuiser son personnel. Peut-être que le changement le plus prometteur est culturel. En février 2023, la marine a introduit un manuel de santé mentale pour les commandants. Un guide pratique pour reconnaître et traiter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Plus important encore, il redéfinit la demande d'aide comme un acte de force et non de faiblesse. C'est révolutionnaire dans une institution forgée dans la dureté et le stoïcisme. La leçon est claire, les machines évolueront toujours, mais les marins demeurent le cœur du pouvoir naval. Les protéger, les soutenir et leur donner de l'espoir n'est pas seulement une obligation morale, c'est la base même de la préparation militaire. Les réglementations sur le sommeil protègent désormais les marins des pires effets des quarts rotatifs. L'ancien emploi du temps connu sous le nom de Five and Dime est remplacé par des systèmes qui respectent les cycles naturels de repos. Des navires comme l'USS Gravely rapportent de meilleures performances et un moral accru depuis la mise en œuvre de ces changements. L'Internet à haut débit transforme également la vie en mer.
Le test réussi de l'Abraham Lincoln avec des satellites commerciaux a démontré que les marins pouvaient maintenir des liens étroits avec leur famille, même pendant de longs déploiements, et d'autres navires adoptent rapidement des solutions similaires. Les nouveaux porte-avions de la classe Ford représentent un changement de mentalité fondamental. En concevant des navires qui nécessitent moins de marins pour fonctionner, la marine reconnaît que les ressources humaines sont aussi importantes que les ressources mécaniques. Ces bâtiments coûtent davantage au départ, mais promettent de meilleures conditions de vie et de travail pendant des décennies. Pourquoi cela importe-t-il à tous les Américains ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de questions militaires, mais de questions nationales. Les porte-avions projettent la puissance des États-Unis dans le monde entier. Ils répondent aux catastrophes naturelles, protègent les routes commerciales et servent de symbole visible de la force et des valeurs du pays. Et les marins qui les exploitent sont des volontaires. Personne ne les a obligés à s'enrôler. Ils ont choisi de quitter leur famille, leur vie confortable et leur carrière prometteuse pour porter l'uniforme. En retour, les États-Unis leur doivent quelque chose de simple mais profond. Des conditions de travail sûres, un repos adéquat et un véritable soutien lorsqu'ils traversent des difficultés. Les défis auxquels les marins de porte-avions sont confrontés ne sont pas des problèmes isolés propres à la marine. Ils reflètent les luttes plus larges de la société américaine. La santé mentale, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et le coût humain des carrières à haut stress touchent des millions d'Américains, pas seulement ceux qui portent l'uniforme. Lorsque nous investissons dans de meilleures conditions pour les marins, nous investissons aussi dans la sécurité nationale. Un équipage reposé et en bonne santé mentale fonctionne avec plus de sécurité et d'efficacité qu'un équipage poussé à bout. Les collisions de navires en 2017, qui ont coûté la vie à 17 marins, l'ont démontré. Les équipages étaient épuisés et surchargés de travail. Les récentes améliorations montrent ce qui est possible lorsque le leadership prend ses problèmes au sérieux. Une meilleure connectivité Internet, des horaires de repos plus adaptés et un soutien accru à la santé mentale font déjà une différence tangible dans la vie des marins. Conclusion, la dure vérité sur la vie à bord d'un porte-avions n'est pas que nos marins soient faibles ou qu'ils se plaignent. C'est que nous avons demandé des choses extraordinaires à des personnes extraordinaires, en oubliant parfois qu'ils sont des êtres humains avec des besoins humains. Ces hommes et ces femmes défendent notre liberté chaque jour, souvent à un coût personnel immense. Ils méritent notre respect, notre soutien et notre engagement à leur offrir les meilleures conditions possibles pour leur service. La marine progresse, mais il reste encore du travail à accomplir. En tant qu'Américains, nous pouvons aider en restant informés, en soutenant les organisations de vétérans et en nous rappelant que derrière chaque navire, chaque avion et chaque système d'armes, il y a des personnes réelles qui font de réels sacrifices pour notre pays.